Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de cette école d'été de nous avoir conviés, nous qui nous sommes très très loin du domaine que vous pratiquez, là où vous êtes spécialiste. Mais ceci ne nous empêche pas, nous sommes un petit peu les utilisateurs, nous sommes en aval de votre activité. Et je vais essayer, pendant en tous les cas cet exposé, de vous donner le cadre dans lequel nous travaillons, le partenariat, le réseau, et ce que nous projetons de faire. Il y aura une communication qui va venir juste après, par celui donc, qui mène cette dimension au sein du laboratoire que je dirige, d'ailleurs qui porte un intitulé assez barbare, biomathématiques, biophysique, biochimie et scientométrie. Évidemment, avec cette activité, je pense que je vais ajouter un troisième B, et ça va s'appeler bioinformatique. Alors, je vais vous donner donc quelques exemples de projets structurants sur la ressource en eau, que nous sommes en train de mener donc avec l'Université de Haute-Normandie et avec un réseau d'universités installées sur tout le Maghreb, donc entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Alors, depuis à peu près 5 ans, 6 ans, nous sommes derrière 5 projets de recherche donc, internationaux, 2 qui sont en cours, 2 qui sont déjà entamés, et nous sommes sur le montage. Un vient juste d'être avalisé hier, donc avec le Canada, qui tourne essentiellement sur la dimension de la ressource en eau. Alors les paramètres que nous recherchons, c'est beaucoup plus comment quantifier la ressource en eau, quelles sont les interactions qu'il y a entre l'eau de surface et l'eau de nappe, et essayer de faire des analyses spatio-temporelles pour regarder surtout comment va évoluer cette ressource d'ici 2095, surtout selon des scénarios préconisés et recommandés par un groupe d'experts internationaux de l'ONU qu'on appelle JEC, donc ceux qui s'occupent du changement du climat. Alors, sur ces projets-là scientifiques sont montés aussi des projets pédagogiques. Et votre école d'été nous intéresse. Pour quelle raison? Parce que nous, au lieu qu'on l'appelle l'école d'été, on l'appelle beaucoup plus une école de terrain. Et pour quelle raison école de terrain? Ça, on va le voir au fur et à mesure que nous avançons. En plus, cette école de terrain, on s'intéresse donc à monter un master international autour de cette dimension, une école doctorale internationale qui devrait voir le jour en 2014. Alors ça, c'est le réseau donc des partenaires. Donc nous avons des partenaires qui sont en France, donc essentiellement à l'université de Rouen. Et nous avons commencé à faire des contacts avec un gros, je dirais, expert, ou nous on les appelle un petit peu les guichets financiers de la recherche, c'est l'IRD, que nous avons commencé à contacter au Maroc, parce que l'IRD n'est pas très présente dans notre pays. Et il y a donc la dimension algérienne. Donc vous avez l'une des plus grosses universités algériennes, c'est l'université de Constantine, l'université d'Alger, et évidemment l'université de Béjaïa. Et vous avez donc nos partenaires marocains et tunisiens. Alors, les bassins qui nous intéressent, évidemment chacun avec ses spécificités. Pour quelle raison? Parce que dans tous ces bassins, donc, il y a des niveaux d'expertise, des niveaux de mesure, mais chacun avec sa spécificité. Donc, le montage est fait surtout pour faire des transferts de compétences selon les compétences de chaque partenaire. Donc, les bassins que nous avons choisis, c'est le bassin de la Soumam. Donc, on est sur ce bassin. Donc, c'est le bassin de la Soumam. Vous avez le Kibir Roumel, c'est du côté de Constantine. Vous avez le Tensift, le Sebaou, ainsi que le Cap Ban, qui est un bassin qui est très connu. Alors, sur les objectifs... Sur les objectifs donc, généraux du projet, comme tout projet, l'intérêt premier, c'est de s'intéresser à un montage d'une base de données. Et évidemment, nous sommes utilisateurs d'un logiciel qui a été produit par l'IRD, qui s'appelle le SafeGIS. Donc, je pense que vous connaissez le SafeGIS, c'est un logiciel qui a été produit par l'IRD, là où nous faisons non seulement la construction d'une base de données de toutes les cartes ou toutes les couches géoréférencées que nous obtenons sur tous les paramètres que nous étudions, mais en plus, c'est pour beaucoup plus
se mettre sur l'analyse spatio-temporelle, et on va voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'on nous impose des protocoles, et ces protocoles sont référencés, c'est comment tout simplement atteindre le niveau pour pouvoir être sur les protocoles. Et vous allez voir quelle est la raison, parce que tout simplement on a remarqué que quand on a commencé ces différents projets, ces différents projets rentrent dans un cadre onusien. Et nous avons remarqué que presque tous les modèles faits donc par les experts onusiens en termes de projection futuriste sur le réchauffement du climat, plutôt sur les changements climatiques, ils ont tous, par des modèles mathématiques, démontré qu'il y a des tendances donc, pour le réchauffement. Certains disent qu'il va y avoir une forte pluviométrie. Donc tout un chacun avec ces modèles mathématiques. Tout le problème, c'est que le calage de ces modèles sur la mesure posait un problème. Et posait un problème parce que chacun mesurait à sa manière. Il n'y avait pas... tout d'abord, il y avait un problème de mesure sur le temps. Des gens mesuraient par des temps de un mois, des gens mesurés par des temps saisonniers. Et par exemple, en Europe, on fait maintenant de l'analyse à haute fréquence, c'est-à-dire que la mesure elle est infrajournalière. On peut mesurer à l'échelle de la minute. Et là, ça pose un problème dans l'adoption des résultats. Et d'ailleurs, si je suis convié pour donc vous parler aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous sommes en train donc d'installer un réseau de capteurs au niveau du bassin versant de la Soumam. Tout le problème que nous avons, et ça se résume à quelque chose de très simple, c'est que si nous plaçons un capteur au niveau, par exemple, juste à l'embouchure, au niveau de l'ouest de Soumam, et bien évidemment, quand il y a une crue, on ne peut plus, arriver à notre capteur. C'est-à-dire que la crue nous empêche d'aller ramener nos données. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire une relation, parce que j'ai vu votre application sur le diabète, donc il a un petit appareil, hein, c'est par Wi-Fi, la Wi-Fi peut transmettre les données ailleurs. Évidemment, pourquoi ne pas faire la même chose pour notre réseau de capteurs? C'est-à-dire pourquoi? Parce que nous sommes sur un schéma, et tout à l'heure, M. Benhamish va vous exposer presque tous les bassins sur lesquels nous sommes en train de monter des projets de recherche avec des capteurs bien définis. Pourquoi ne pas faire un réseautage de tous ces capteurs? Pour quelle raison? Parce qu'il y a des institutions qui sont utilisateurs de ces données. Ils sont même producteurs de ces données. Alors, je ne vais pas y aller trop dans le détail. Voilà. Ça, c'est les spécificités de compétences de chaque bassin utilisé. Alors, par exemple, pour la Soumam, nous nous intéressons beaucoup plus pour la qualité des eaux superficielles, donc beaucoup plus sur la pollution, et la qualité des eaux souterraines. Évidemment, dans ce cas-là, nous avons placé certains capteurs. C'est des capteurs qui mesurent à haute fréquence, on va les voir tout à l'heure. C'est quel type de capteur, c'est quel type de mesure, physique ou chimique. Et nous avons des sites pilotes bien installés, géoréférencés, donc ils donnent de la mesure. Tout le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si je laisse mon capteur en train de mesurer pendant une période de 6 mois, et s'il y a des événements, à titre d'exemple, une forte pluviométrie, une crue ou quelque chose comme ça, si mon capteur va subir une dérive, je ne le saurai pas jusqu'à ce que j'accède à mon capteur. Et là, ça pose de sérieux problèmes. J'aurais bien aimé pouvoir mesurer, plutôt surveiller mon capteur d'un autre point, pour que je puisse intervenir quand il faut. Alors, le Rumel, comment dire, le barrage de Rumel El Kibir, celui de Constantine, cela mesure beaucoup plus les problèmes d'envasement et les fuites en zone karstique. C'est parce que tout simplement il y a un gros trou et le barrage fait de grosses fuites. Donc ça, c'est leur domaine de compétence. Sur le Tensif, c'est la recharge. Et sur le Cap Bon, c'est beaucoup plus l'intrusion saline. Donc c'est la salinité. Donc voilà les domaines de compétences, tout un chacun. Donc vous voyez chacun avec ses capteurs. Alors la question, peut-on faire un réseautage sur tous les capteurs qu'on a installés sur tous ces bassins? Vous voyez la dimension en termes de kilomètres carrés. C'est tout le Maghreb du Nord. Alors, les dispositifs que nous avons, alors là c'est un petit peu beaucoup de littérature, mais je pense que je ne vais pas tout lire. L'essentiel, c'est que tous les dispositifs que nous avons installés sont fonctionnels à moitié. Sont fonctionnels à moitié parce que nous nous sommes mis d'accord qu'on nous devrions avoir un échéancier pour les besoins de projet et les besoins de financement, parce qu'il y a un problème de financement derrière. Mais je vais passer directement aux choses
qui nous intéresse, c'est l'école doctorale. Voilà, donc c'est les enregistrements et effets du climat sur les stocks d'eau. Alors, ça c'est les projets à l'échelle du globe, je passe, voilà. Sur les capteurs, nous servons beaucoup des données institutionnelles. Sur les institutions, il y a, par exemple, à Béjaïa, même à Constantine, on se sert beaucoup des données climatiques. Donc, c'est la température, c'est la pluvio, c'est ceux-là nous sont donnés généralement par des stations d'aéroport. Donc, nous avons ces stations d'aéroport, ils ont ce qu'on appelle un zonage qui fait en moyenne entre 60 et 80 km, c'est-à-dire de portée donnée. Pour les paramètres hydrologiques, le débit et les niveaux des stocks d'eau, c'est nous-mêmes qui les mesurons. Pour les paramètres de qualité de l'eau, tout ce qui est physico-chimie, c'est nous-mêmes qui les mesurons. Et dans ce cas-là, nous avons des capteurs à haute fréquence, c'est-à-dire avec un pas de temps de 15 minutes. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que sur les scénarios du GEC, donc ils ont fait ce qu'on appelle des hypothèses qui obéissent à des scénarios bien définis, et nous sommes obligés d'être dans ces gammes de mesures pour pouvoir faire des comparaisons. Pour quelle raison? Parce que, vous allez voir tout à l'heure M. Belhamiche, quand il va exposer donc, un petit peu ces données, l'essentiel de ces travaux, sur tous les bassins versants qu'il y a donc sur toute la Méditerranée, c'est d'essayer de quantifier combien de terre, donc tous ces bassins versants, charrient vers la Méditerranée. Donc voilà l'un des objectifs. Pour quelle raison? Parce que ça aura des conséquences terribles sur les occupants de ces surfaces. Parce que quand vous perdez de la terre, donc il y aura des conséquences sur l'agriculture, il y aura donc des conséquences socio-économiques. Alors, comme vous le savez, j'ai écouté certaines de vos communications. Un réseau de bassins versants, c'est un réseau qui demande des compétences pluridisciplinaires. Donc, il touche à pas mal de domaines, de physique, de chimie, de maths, d'informatique. Et ça demande ce qu'on appelle des approches de collaboration très, très avancées. Pour quelle raison? Parce que nous avons remarqué des fois, quand on fait de la mesure, notre mesure ne veut absolument rien dire parce qu'elle n'a pas été dimensionnée et surtout elle n'a pas été fiabilisée, plutôt validée. Et ça, ce sont deux procédés qui ne peuvent se faire que dans le cadre d'un échange de compétences. Parce que quand on essaie une sorte d'un réseau sur un endroit bien défini, c'est pas forcément que vous avez le réseau de surveillance, que vous avez de la bonne mesure. Donc là, il y a aussi le dimensionnement qui est très très important. Et la validation du réseau. Alors là aussi, il y a un intérêt des partenaires. Hein. Les partenaires, ceux qui financent, donc c'est beaucoup plus la DGRSDT, c'est un petit peu l'équivalent du CNRS en France, la DGRSDT. Et les universités, il y a aussi les gros partenaires qui ont besoin, qui ont un besoin que j'appellerais vital de ces données, c'est l'INRA et la NRH. La NRH, c'est l'Agence nationale des ressources en eau, ressources hydrauliques. L'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique, d'ailleurs l'équivalent de l'INRA qui existe en France. Alors, avoir ce réseau, c'est créer des synergies entre chercheurs et disciplines. C'est-à-dire, on cherche vraiment, via donc la manière comment on est en train de dimensionner nos réseaux. Alors, notre réseau, il est essentiellement donc constitué de piézomètres et de sondes multiparamètres qui mesurent en moyenne 5 paramètres. Donc, oxygène dissous, conductivité, température, MES et turbidité, si mes souvenirs sont bons. Alors, la chose aussi, c'est accroître la visibilité nationale et internationale des efforts nationaux en matière de surveillance de la surface des continents, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que l'impact, il est direct. Plus il y a du charriage, plus, la marge continentale a tendance à changer donc de hauteur. Et si elle change de hauteur, ça a des conséquences directes sur ce qu'on appelle le transport maritime. Surtout le transport maritime sur les ports. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais dire encore? Alors, sur maintenant les capteurs, nous avons donc les mesures standards,
Nous avons donc essentiellement les mesures atmosphériques que j'ai citées tout à l'heure. Alors que ce soit des mesures, comment qu'on les appelle déjà, soit c'est des mesures directement à l'air, soit sous, c'est-à-dire dans une forêt, pour aller voir de combien la forêt au moins lessive la pluviométrie. Nous avons donc les capteurs météorologiques, nous avons les mesures de débit, donc tout dépend de ce qu'on appelle du principe physique de la mesure. Nous avons les mesures en zone non saturée, les mesures en zone saturée, les charges en suspension, les fameux MES, les charges de fond, la conductivité et les analyses chimiques. Donc sur les analyses chimiques, bon, là il n'y a pas vraiment de capteur, on est obligé d'aller prélever l'échantillon et le prendre au laboratoire parce que c'est des analyses de paillasse. Ça demande une spectro d'absorption atomique, donc ça demande des équipements un peu plus lourds, mais ceci n'empêche pas que tous les autres paramètres sont de la mesure in situ. Avec des pas, et c'est les pas qui sont importants. Alors, la fréquence d'échantillonnage, ici, c'est celle-là qui nous intéresse, parce qu'il faut qu'on soit sur des fréquences d'échantillonnage avec des pas, des delta T, inférieurs à 15 minutes. Sinon, on n'est pas dans les normes de la mesure, pour pouvoir comparer avec ce qui se fait en Méditerranée Nord. Pourquoi? Parce que c'est cela qui impose les normes, entre guillemets, puisqu'ils nous imposent les normes, qui sont d'ailleurs imposées au niveau de l'ONU. Il y a un protocole. Si vous voulez donc avoir à titre comparatif l'évolution de n'importe quel paramètre, il faut qu'il soit en infrajournalier avec des delta T inférieurs ou égaux à 15 minutes. Donc c'est là où vos données ont de la consistance pour pouvoir être intégrées dans des bases de données. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Je pense que M. Benhamish va donner ce qu'on appelle un cas pratique de ce qu'il fait et je vous remercie de m'avoir écouté.